Poum, 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 poum. La première fois que je l'ai pris, c'était pendant la guerre, assez tôt pendant la guerre. Je me rappelle, c'est la première fois, je devais avoir 4 ans. On montait dans le train et là, miracle, on faisait le voyage. Et alors, j'ai été tellement suffoquée de voir arriver ce mastodonte, mais alors je devais être... Je me suis mise au milieu des rails. Et après, il fallait prendre la correspondance du petit train. Ouh, tu vas te faire écraser. Oui. Je me rappelle, même ma robe de communion solennelle, j'étais venue l'acheter à Castres. C'était ce sentiment de liberté, puis on approchait des grandes vacances, quoi. Mais chaque fois, c'était... Une fête de prendre le train. Oui, c'était vraiment une fête. Dès que tu rentrais dans le tunnel, c'était... Le petit train de la Conne se baladait dans les prés verts, les genêts jaunes. Le petit train de la Conne se baladait. À Castres les jours de marché, fallait voir les oies, les poulets, les canards, les fromages blancs, au bras de la Jeanne et du Jean. Quand j'avais entre 5 et 12 ans et que ma seule passion dans la vie était ma collection de petites voitures, j'ai toujours passé mes étés dans les montagnes natales de mon père, soit à Murat-sur-Vèbre, village perché au bout de l'os de ce département du Tarn qui a la forme d'un jambon. Et là, notre premier terrain d'évasion, mon cousin Yves, à gauche sur la photo, et moi, a été la gare. Pourquoi ce lieu gluant de vieille graisse nous attirait-il comme un aimant ? Probablement parce que son odeur de mazout et le cambouis dont nous revenions chaque fois noircis se confondaient dans nos têtes avec l'idée de cylindres en ligne et de carburateur, de liquide et de moteur compound, bref, un genre de paradis vaguement américain de la mécanique. Dès que tu rentrais dans le tunnel, c'était... C'était l'invasion de la fumée dans le wagon, tu te voyais plus. De toute façon, on était noirs dans les wagons. Hein. Parce qu'alors, la fumée du train... Une fumée noire qui pique à la gorge. Surtout quand le train montait et qu'il donnait un peu pour la vapeur et tout ça, la fumée noire, il était plus poussif. Alors là, il y avait des trucs noirs qui sortaient. Vous étiez tout noir, bien sûr, il ne fallait pas s'habiller de blanc pour monter sur le petit train. Ça marquait, ça maquillait. Alors, vous pensez bien que dans les tunnels, il y avait toujours on entendait toujours des cris des uns et des autres. Et bon, un monsieur était assis à côté de moi et à un moment donné, dans le milieu du tunnel, je sens sa main sur mon genou. Dans le tunnel, c'était les ténèbres. Des fois, on parlait du tunnel, il y a un petit bout de jour, mais là, tout noir. J'écarte sa main, il me dit « Ne sois pas si sauvage ». On se crie. C'était des jeunes gens, des jeunes filles, il y avait un peu de tout. En plus, on ne le dit pas. On connaissait la famille. Bien sûr, la plaque tournante devait être pour quelque chose dans la sorte de succursale de General Motors que mon cousin et moi imaginions dans ce lieu. Déjà, être capable de faire pivoter sur elle-même les 30 tonnes d'un tas de ferraille n'était pas rien. Mais vu depuis l'autre bout de ma vie, je me demande si la trépidation industrielle que nous accordions à ce petit bout de gare ne venait pas surtout du fait qu'elle était située au terminus. Comme si la plaque tournante, en redirigeant les Michelines vers là d'où elles étaient venues, c'est-à-dire Castres, la grande ville pour nos yeux d'enfants, branchait en ligne directe l'ordinaire de nos petites vies rurales et maternées au rêve d'un âge où nous serions enfin des hommes modernes.
plein de fumée. C'était avec des brusques coups de frein, des coups d'accélérateur, parce que le petit train se promenait en ville sans aucune protection. Donc les passants, ils traversaient quand ils en avaient envie, et le conducteur il était obligé de freiner rapidement, quelquefois. Donc on longeait le jardin Frascati, toute cette portion des Lys, et on arrivait à l'Albinque où il y avait une petite gare qui a été enlevée depuis. Et c'est là que commence ma dépendance au petit train, puisque mon père avait été ouvrier agricole chez un négociant de bestiaux de viande. Et ces braves gens, tous les matins, envoyaient une bouteille de lait par le train qui descendait depuis Murat jusqu'à Castres. Et ce lait a servi à me nourrir. Il n'y avait pas de réfrigérateur à cette époque-là. Je ne sais pas à quelle heure le lait arrivait à Castres. Ma mère devait le récupérer peut-être parfois en fin de journée, elle le faisait bouillir. En tout cas, je n'ai jamais ouï dire qu'il m'ait intoxiqué pour mettre en cause sa fraîcheur. Voilà, donc c'était ma première dépendance au petit train. Au départ de l'Albinque, pour monter la côte de l'avenue d'Albi, ça leur arrivait de patiner au départ. En plein hiver, des fois, quand il y avait la neige, ils ne pouvaient pas monter l'avenue d'Albi. Il arrivait jusqu'à moitié côte, et puis... Et donc là, il patinait. Il patinait. Ça patinait, et puis hop. Bon, là, il reculait légèrement, et puis il se relançait, et puis il partait. Alors à ce moment-là, le train reculait, allait en marche arrière, reculait, jusqu'au jardin de Frascati. Ah ouais, alors il faisait venir un autre train, une autre locomotive, pour le pousser. Et alors là, il prenait de la vitesse, et hop, alors là, on arrivait à monter. Et quand il était là, après, c'était bon. On disait, au départ de Castres, s'il était trop chargé, il ne pouvait pas gravir l'avenue d'Albi, qui est en côte, là, au départ de la gare de Castres, et les gens descendaient pour le pousser. Ça arrivait aussi. Il paraît, moi je ne l'ai pas vu faire, mais j'ai entendu dire. Qu'il ait fallu sûrement le pousser, ça devait pouvoir arriver. Eh bien, il fallait le pousser plusieurs fois quand il était un peu chargé. Parce que s'ils arrivaient presque complètement en haut, quand même, ils ne redescendaient pas. Il y avait plusieurs hommes costauds qui s'y mettaient. Et hop. Oui, l'ânerie que ça pouvait être, étant donné que comment même 100 personnes qui pousseraient un convoi de 150 tonnes pourraient arriver à quelque chose. Mais il paraît que c'est exact. Et tout n'était peut-être pas faux dans la rêverie motorisée des enfants que nous étions, puisque, selon ce qui se dit ici, d'autres que nous l'avaient avant nous caressé. En effet, ce serait le comte Ludovic Jacobet de Noroy, maire de Laconne et propriétaire de ces termes, qui aurait voulu, à la fin du XIXe siècle, que le rail et la vapeur fassent souffler sur ces sources chaudes un air de progrès.
Il est tentant dès lors d'imaginer par quelle fanfare verbale le comte s'est employé à convaincre les rustiques conseillers du Tarn de financer un accès motorisé à ses eaux et son casino. Avec des trémolos dans la voix, il a dû faire résonner les mots de prospérité, de développement, de sens de l'histoire. C'est en tout cas ce que l'on lit dans le rapport préliminaire aux travaux de l'ingénieur Calon, qu'une visite aux archives départementales m'a permis de dénicher. Et les élus à moustache de l'époque ont dû être sensibles à cette rhétorique, car, avec les toutes premières années du nouveau siècle, les travaux ont commencé. Et voilà, arrivé à Roquecombe, bon, il y avait une petite gare, hein, à Roquecombe. Et bon, le train s'arrêtait à la gare, et puis il reprenait. Et puis il y avait une grande tranchée qui séparait Roquecombe lui-même du petit train. Alors souvent, il y avait des gens qui étaient un peu en retard, alors ils faisaient signe, alors le train, ben, il s'arrêtait. Ils les prenaient, et ils attendaient qu'ils soient arrivés, ils les prenaient comme ça. Tant et si bien qu'il y avait un monsieur un jour, où je me trouvais d'ailleurs là, et qui lui dit, monsieur, ça avait l'air d'être, je ne sais pas si c'était, il n'était pas de la région quand même, semble-t-il. Ben, il disait, mais c'est bien ici, vous dites au petit train, demain j'arrive, et il vous attend. C'était très familier. Oui, c'était une grande famille. Ouais. Une fois l'hiver, il faisait froid. On n'était que deux dans le train à partir de Vabre, tout ça, et il nous a dit ben, venez vous chauffer. Et donc on a fini le parcours dans la cabine avec le chauffeur. J'ai une amie, à peu près de mon âge, qui habitait une maison qui dominait un petit peu le tracé. Et alors les chefs de train, ils connaissaient tout le monde. Le matin, quand le petit train passait, elle le voyait, elle déjeunait, elle était derrière sa vitre. Et alors j'arrivais, il me disait « Ah, toi aujourd'hui, tu vas payer double !» Et le conducteur était arrivé à la connaître, il faisait tut-tut, et elle lui faisait bonjour. Et puis le train, il vous arrêtait où c'est que vous vouliez à l'époque. Alors les pêcheurs, à l'époque de l'ouverture, là ils prenaient le petit train et ils se faisaient déposer où ils savaient où ils voulaient rester, qu'il y avait des prises de truites ou des trucs comme ça. Ils ralentissaient, presque s'arrêtaient, le gars, hop, ils sautaient, hop. Ça nous est arrivé, nous. Quand je dis nous, c'est mon père et moi. Quand nous allions à la pêche, on se faisait arrêter sur le lieu de pêche. Ça qui passe maintenant, c'est de ça. Hein. Non. Et le soir, ils les reprenaient et puis voilà. Et le soir, en redescendant, ils ramassaient tous les pêcheurs. L'autorail s'arrêtait pour prendre des pêcheurs qui avaient donné leur consigne le matin et il n'y avait pas de gare, mais... On les faisait signe, il n'allait pas vite. On lui faisait signe, il s'arrêtait, allez hop, monter, allez hop. Et il disait tout à l'heure, on te reprendra. C'est ce qu'il disait. Et il disait ça aux gens qui portaient les victuailles. C'était pareil quand il faisait du marché noir. Je sais qu'on s'arrêtait dans les haltes qu'il y avait prévues, mais autrement après, non, je vais pas... J'ai jamais vu mon père ou un autre pêcheur demander au conducteur de s'arrêter. Hein, non. Ah oui, là, ça, moi, je l'ai vu. Ça absolument. Ça, non. Le petit train de la Conne se baladait dans les prés verts, les jeunes et jaunes. Le petit train de la Conne se baladait. Au retour, on avait le temps. Le conducteur de temps en temps s'arrêtait près du chemin blanc, laissait un paquet au Fernand et doucement il repartait. Le petit train, le petit train. J'allais passer les vacances chez ma grand-mère, à la Casalier. À la Casalier, pour aller prendre le train, il fallait d'abord aller chercher le passeur de rivière. Et elle faisait traverser la rivière avec une barque.
Et les voisins ou ceux qui venaient du petit train de la Cône, ils l'appelaient « À la barco, à la barco !» Eh oh, eh oh. Pour d'autres, au contraire, je veux dire la masse des maçons, manœuvres et terrassiers, j'ai plus de mal à croire que la perspective d'un nouveau monde au bout des rails ait pu paraître aussi lyrique. Embauché sur place pour moitié, je peux, tout au plus, imaginer que ces paysans tarnais aient vu le chantier comme une aubaine pour arrondir les fins de mois entre la saison d'une maigre moisson et celle du cochon. Et la barque était reliée à un câble en travers de rivière avec un gros anneau. Alors, je me prenais dans cette barque, je m'asseyais au coin de la barque là, et j'avais une peur. Mon arrière-grand-père qui passait le bac. Et depuis, j'ai toujours eu peur de l'eau, je crois. J'ai jamais bien aimé l'eau. Il était avec le mulet sur la barque, et puis le mulet s'est plus ou moins débattu, et puis lui, hop, est tombé. Il est passé sous la barque et il est retrouvé de l'autre côté. Et puis les gens qui lui disaient « T'es sur bagnat », ce qui veut dire en patois « Tu t'es mouillé », il était quand même passé sous la barque. Bon, voilà une histoire, si vous voulez, de l'époque. Pourtant, ce que m'apprennent encore les archives est que l'ouverture entre cette petite région calme et le reste du monde était bien ce qui était en train d'arriver. Des Espagnols en masse ont en effet constitué l'autre moitié des ouvriers, quittant eux aussi la fourche et des récoltes encore moins abondantes pour venir manier ici la truelle et la pioche. À l'époque, mon père n'était pas né, mon grand-père même pas un adolescent. C'est donc les contemporains de mon arrière-grand-père qui ont vu débarquer ces Sanchez, González et autres Rodriguez. Comment alors ces paysans qui n'avaient jamais voyagé au-delà de 30 km autour de leur lieu de naissance ont dû considérer ces étrangers? Amicalement? J'en doute. Il me paraît plus vraisemblable qu'ils aient vu en eux des aventuriers, des traînes savates, dangereux pour leurs économies et leurs filles. Bref, des immigrés. Il faut s'imaginer la construction du train. Qu'est-ce que ça a dû coûter un homme? Quand on voit les travaux qui ont été nécessaires avec le matériel de l'époque, on n'avait pas de pelle mécanique, on n'avait pas. Bon, c'était à la barre-mine. À part peut-être les explosifs qu'ils avaient, peut-être. Parce qu'on voit des traces dans le rocher des explosifs. C'est énorme. C'était un travail de titan. Je ne sais combien de morts il y a eu pour la construction du petit train. Et bientôt mon regard change. Moi qui étais parti en quête de quelques inoffensifs souvenirs d'antan, je découvre que dans naguère on peut aussi entendre guerre. 2 ouvriers espagnols se trouvaient à proximité d'une mine chargée de dynamite quand celle-ci fit explosion, lit-on en janvier 1903. L'un d'eux, âgé de 22 ans, a succombé à une hémorragie, l'autre, âgé de 15 ans, a eu une jambe horriblement mutilée et un œil enlevé. Et ce n'est qu'un début. Chutes de pierres, noyades, éboulements ponctuent les percements de tunnels de plus en plus périlleux. 2 ans et 10 jours pour le plus long qui ne mesure pourtant que 720 mètres. Et tandis que les rapports des chefs de travaux parlent d'un avancement de quelques centimètres par 24 heures, des hommes meurent par dizaines, asphyxiés, enterrés vivants, le crâne défoncé, et pour un même, violemment projeté contre un poteau télégraphique. Tous en moins de 30 ans. Et puis, grâce au petit train, j'ai mangé mes premières écrevisses. Sur le trajet,
en amont de Roquecourbe, il y a une station sur la commune de la Crouzette. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'était quand il prenait l'eau à la Pararier. Je pense que c'est à la Pararier. Oui, la Pararier, où il y avait un hôtel. Je ne me rappelle pas trop le nom. Il y avait la Pararier et il y avait un autre endroit qui s'appelle Provenquière. Mais je pense que c'était à la Pararier. Et là était le premier ravitaillement en eau depuis Castres. Et je me rappelle honnêtement le petit train qui reculait et qui allait faire le plein d'eau. Je vois encore ce grand tuyau. Et on avait capté un torrent qui descendait de la Crouzette. Et là, il y avait ce gros tuyau d'eau assez haut qui était branché sur une grande cuve. Où on remplissait le réservoir du petit train. Et ce torrent était très riche en écrevisses, en truites, etc. Et à l'occasion des pleins, hop, on récupérait les écrevisses. Et c'est là que mon père a mené les prises pour améliorer le quotidien de la famille. Insunava brevetteri veni, in carre fumai e pensieri morì, che fumea come segai, sanguine la lino coppa in travaglio. Brevetteri veni, lucare fumai e cuceri morì. Viena caccero nero e calvo, sambacco di violo e sambacarro, lucare fumai e masino vapu, Suonne per la min regulato. Suonava brevetteri veni, un care fumai e pensieri morì. Nemmeno s'agito un pelle vaguns, in plene farino laute de fabuns. Che fume a come sega, cangheri la luna cospai montrava. E laute portavo figlio le garzur, e fino le gomme le de bugiazzur. Sul pont de Vabre, Vezzeri, Beni, Lucare, Fumaire, Conceri, Mori. Mais après, là, les paroles, je ne sais plus trop. Lucare, Fumaire, la machine au bapou, mais non, je ne m'en rappelle pas. C'est fumo che fume a come égal, quand dit la lune, n'est-ce pas mon travail? Che fume a come égal, quand dit la lune, coppa in travail. Tu as compris là? Alors, sur le pont de Vabre, j'ai vu venir le char fumant, Lucare Fumaire. Lucare Fumaire, la charrette fumante, voilà, c'était le train. Le char fumant, et j'ai cru mourir. Nemmeno s'agito un pelle vaguns, in plene farino laute de fabuns. Alors, Landou est venu ici dans cette maison, et je me souviens très bien de l'avoir X fois rencontré là sur le perron où ma grand-mère lui donnait un verre de vin. Il se promenait dans toutes les maisons, il allait même dans l'Aveyron, et il ramassait un peu d'argent, il ramassait du pain, des trucs, il se faisait nourrir, loger, c'était sa vie ça. Et alors effectivement, quand on était enfant, on courait après lui, mais on ne lui faisait pas de misère, mais bon, on se moquait de lui un peu. Mais nous, gamins, on en avait un peu peur quand même. On en avait un peu peur. Alors, quand on était enfant, c'était une curiosité, parce qu'il était un peu mal vêtu aussi. C'était un débit... Il était simple, oui, simple. Je ne crains pas de le dire honnêtement, c'était un débile. Mais il était simple, pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais été à l'école. Qui avait une qualité extraordinaire, il avait une mémoire extraordinaire, il se souvenait de toutes les chansons de son père. Comencia pero segado, su nevo fanno promenado, vo passati lui sul terreno. Alors c'était son père qui avait composé, si on peut dire, ces chants. Il a fait des chansons très très poétiques, certaines, il y en a certaines sur les oiseaux, sur la nature, où il y a vraiment quelque chose. Mon père las fa e io las canti, il nous disait. Et là, quand on le voyait arriver, on lui disait, tiens Landou, je te donne 10 sous, je ne sais plus combien c'était à l'époque, tu nous chantes la chanson du petit train, et puis voilà. Alors, il disait,
Buresc, vous en cantez une. Vous voulez que je vous en chante une? Et 10 fois, il nous disait la buscanti, et puis on lui disait toujours oui, oui. L'avion, le train, parce qu'il chantait la chanson de l'avion. À force, quand même, il arrivait à nous la chanter. Mais c'était bien imagé, hein, pour un type de la campagne qui faisait des chansons. Tutto Tomasino in aquel balón, su tutta la linea, su tutti i punti. Se cade un arrivo che c'è un ritardo, vediamo la vittoria da soltanto. Alors ces plaques de crépi qui se défont, souvent c'est des endroits où se collent des espèces qui se mettent dans des fissures et se mettent derrière, là, bien coincées. Ah, un petit rhinolophe là. Donc tunnel de Kruzig, un petit rhinolophe. Bon, il y a des espèces comme la pipistrelle commune qu'on voit autour des lampadaires. Bon, elle a su s'adapter à l'homme, mais toutes les espèces sont fortement menacées. Alors bon, classiquement, hein, par la modification surtout des paysages et des pratiques agricoles, hein, où on utilise beaucoup de produits de pesticides, il n'y a plus d'insectes, c'est pas des milieux favorables et il n'y a plus de place pour les chauves-souris. Et donc oui, c'est intéressant autant parce que c'est pour la biodiversité, hein, pour garder des espèces témoins, entre autres. C'est des espèces qui datent depuis très très longtemps. Et aussi parce qu'elles ont un rôle important de régulateur de population d'insectes. Hein. Une pipistrelle qui fait à peu près 6-7 grammes et mange à peu près 3000 moustiques par nuit. Une pipistrelle, donc. Ah, un petit rhinolophe, un grand rhinolophe encore en plus. Je vais noter. Donc un petit rhinolophe et un grand rhinolophe en plus. Et ça a été chiffré par rapport au rôle qui est joué sur la prédation sur les insectes. Pour remplacer le rôle des chauves-souris, la quantité d'insecticides, du coup, déjà polluants, et le coût que ça coûterait, c'est énorme, énorme, énorme. Et là, au bout, des fois, surtout l'été, il y a des grands murins, des balles de grands murins qui viennent se mettre dans des fissures, là. Là, ils doivent être partis, je pense. Ouais, ils sont partis. Aquí cacatindo si pueda usted per montar potiro per la pilen. A dove filago ai coche ciflet. La masino lanzado a pentutane. Mon arrière-grand-père étant donc contemporain de ce chansonnier des montagnes, dont le fils vagabond a colporté les ritournelles jusqu'à nous, je me projette dans sa peau, le jour où il a vu débouler dans ces montagnes cette charrette qui fume. Et là tout change. Lui, le maréchal Ferrand de père en fils de ce petit village perdu dans les montagnes tarnaises. Lui qui s'appelait Jean, comme son propre père, et comme tous ses aïeux, aussi loin qu'on se souvienne quand on est ses garçons dans la famille. Lui qui descendait donc d'une lignée absolument immobile, que pouvait-il croire d'autre quand on lui racontait que dorénavant, avec le train à vapeur, on pourrait gagner la ville en moins de 2 heures, et par-delà l'Amérique en avion en un jour de plus. Qu'il allait mourir? Je veux bien le croire. Ma mère, qui était née au 19e siècle, bien sûr, mais il a fallu qu'elle attende le petit train pour aller à Castres. Jamais, ça a été le désenclavement total. On était au Moyen-Âge jusqu'en 1902, c'est sûr, enfin ici, oui. Ça c'est certain d'ailleurs. Les gens étaient vraiment
sans beaucoup de moyens de communication. On était coupé de tout le monde là-haut. À part de marcher à pied, quelqu'un qui avait des chevaux, les voitures, il n'y en avait pas. C'était le seul moyen. Surtout pour les gens qui étaient dans des fermes, dans des propriétés, qui n'étaient pas à proximité de la route. Ma mère me racontait sa découverte de Castres, des marchés. La première fois qu'elle voyait des bananes sur un marché, c'était extraordinaire. Peut-être Murat allait un peu sur le versant méditerranéen, mais la Cône et ensuite Vianne, Pierre-Ségard, la Case et tout ça, Vabre et toute cette vallée, qu'il faut dire, c'est un peu perdu. Dopo non vai mai a caso, l'abbiamo fatta del cercato, devo pigliarti su carrato, et su carrato per te l'hai mirato. Il y avait un train à 5h30 le matin. Il revenait à 9h. Il ramenait ceux qui avaient fait le marché à la Cône. Et le 21 mai, le 21 octobre, c'était la foire des jeunes. Alors les parents, tant pis, laissaient les jeunes aller à la foire, après-midi. Et pour nous, jeunes, ça nous permettait de descendre parfois au village de Vabre. Oh là là. Eh bien, je vous assure. Ils allaient danser parce qu'on dansait au casino à ce moment-là. On restait, je ne sais pas, ça ne durait pas, peut-être une demi-heure. Et alors, on en profitait, des filles, pour aller au coiffeur. Il n'y avait pas de coiffeur à Murat. Il revenait, le régulier il devait être à midi, il devait arriver, midi et demi. Il repartait de suite après 1h30 et il remontait sur la Cône à de nouveau avec des clients pour la foire. Et on était contents de, voilà, on avait vu les jeunes de Vabre, on les avait entrevus, disons, et on remontait comme ça. Mais les foires de la Cône, c'était... Il y avait énormément de monde, hein. Jean, mon arrière-grand-père ferreur de chevaux, n'est pas mort sur le coup. Heureusement, il a survécu une vingtaine d'années à l'avènement du petit train. Mais ce dernier a cependant tué quelque chose dans cette répétition immuable dont mon aïeul était l'héritier si je regarde l'arbre généalogique. Pour la première fois depuis 13 générations, son fils, celui qui reprendrait la forge, ne se prénommerait plus Jean, mais Joseph. Ce serait mon grand-père. Un simple changement de prénom qui raconte sans bruit comment s'éteignent les siècles, se succèdent les civilisations. Oui, attends, amène un chariot. Venez, avancez-vous peut-être. Alors déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le plus beau village de France, mais ça c'est moi qui le dis. Et donc, on va visiter un endroit un petit peu insolite pour faire de l'affinage de fromage. C'est un tunnel de chemin de fer. C'est pas exceptionnel, il en existe d'autres en France, mais ouvert à la visite, c'est le seul. Alors ne cherchez pas la suie sur les murs. Il y en a plus. Donc on a juste créé une dalle au sol, parce qu'il y avait encore le ballast qui était présent. Et c'est la seule chose qu'on a fait. Sur le côté droit, vous pourrez voir un petit fossé qui draine toute l'eau. Et c'est très important pour l'affinage des fromages, l'humidité. Tout simplement parce qu'un fromage, la moisissure, c'est des champignons. Et donc, une fois qu'il a séjourné, on sort le fromage et il se réessuie naturellement. Et il peut démarrer l'affinage. Dès que se développent les moisissures, l'affinage a démarré. Et là, on va essayer de les déguster maintenant, ces produits. N'est-ce pas? Les affaires. Oui, au jus de fruits, bien sûr. Qui veut du vin blanc? Hélas pour Joseph, 25 ans en 1914, et hélas pour Louis, mon père, 19 ans en 1939. Ce n'est pas vers l'Amérique que le petit train les a conduits. Comme si l'ouverture au monde se transformait en jeu de massacre, selon qu'on est puissant ou misérable. D'ailleurs, de cette escapade vers l'Europe, tous deux sont revenus blessés à jamais. À quoi pensaient-ils alors, l'un en août 14 et l'autre en septembre 1939, en voyant défiler les paysages de ce petit coin du Tarn qu'aucun de leurs ancêtres n'avait jamais quitté avant eux? Qu'ils en avaient de la chance de voyager, ou qu'il était meilleur, le temps où, de père en fils, on ne changeait pas de prénom. Et ce petit train pendant la guerre, alors,
Le service qu'il a pu rendre aux habitants de Castres et d'ailleurs. Ah, là, pendant la guerre, ça a rendu de grands services. Les pauvres gens qui n'avaient rien à manger sur Castres venaient pour récupérer 4 pommes de terre ici. Ils achetaient de la viande de cochon ou des trucs comme ça, ils arrivent même et de la volaille et des pommes de terre surtout. Oui. Ça, des pommes de terre, il en a trimballé, le train. Oh là 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 là, oui. Et moi, j'y suis personnellement allée 3 ou 4 fois avec ma mère. Et on partait le matin, on allait dans une ferme dont on nous avait donné les coordonnées, l'adresse. Chacun allait chez les connaissances qu'ils avaient ou comme ça. Parce que finalement, ces gens de Castres qui montaient là-haut, ça en était fait des amis. Ils venaient régulièrement, toujours à peu près dans les mêmes maisons. Et là, on nous donnait un sac, on nous donnait un petit outil, enfin un outil pour chacun. Ah oui, et puis ils descendaient. Mais là, il y a eu des choses qui n'étaient pas très belles. Et quand on en avait suffisamment, parce qu'il fallait pouvoir les porter quand même, on revenait à la ferme, on les pesait et on les payait. Et il y avait très souvent, je ne sais pas si c'était la milice, je ne sais pas qui attendait en gare de l'Albenca à Castres pour récupérer les victuailles et les confisquer aux braves gens qui venaient de les acheter dans la montagne. Je ne me rappelle pas le prix par contre, mais ce n'était pas donné proportionnellement au prix pratiqué. C'était quand même... Et les employés du chemin de fer, dans leur grande solidarité, s'arrêtaient sur une halte qui s'appelle Cabrier, entre Roquecourbe et Castres. Ils étaient en combine, comment ils étaient, je ne sais pas, mais ils se débrouillaient certains d'être à Castres et de surveiller la gare. Hein. Et quand il y avait les Allemands qui venaient contrôler, hop, ils partaient et ils montaient, je ne sais pas où, après les salvages, je sais qu'ils parlaient après les salvages. Soit 3 km en amont de la gare de Castres, et tout le monde déchargeait les sacs de pommes de terre dans le fossé. Et alors là, le train ralentissait, et les mecs, la marchandise. On arrivait à Castres, il n'y avait plus rien, et les gens partaient en vélo récupérer leur victuaille. Oh, alors là, il n'y a jamais eu, comment dirais-je, je n'ai jamais vu qu'il y ait une inspection de quoi que ce soit. Il y avait des pauvres gens qui étaient montés depuis Castres et on leur avait vendu 4 pommes de terre à Camaillère. On savait pertinemment qu'ils descendaient des pommes de terre, mais puisque la montagne en fournissait pas mal. Hélas, la maréchaussée les a interceptés et leur a confisqué les pommes de terre. Mais vous savez, ça, c'était pas des choses très belles. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Raconté par le fils d'un gendarme. Alors, je n'invente pas ça. À ma connaissance, personne n'a jamais été pris et eu un PV quelconque. Excusez-moi, mais je n'aime pas la police. Pas à ma connaissance. Traversée du village de Pierre-Ségal, la voie passait au milieu de l'artère principale. Il y avait là un négociant en vin dont le père avait été mutilé à la guerre de 14, je crois, et ce brave homme marchait avec un pilon en bois, et sur sa canne, ils avaient 2 vaches, et un jour, la Micheline arrive. Coup de klaxon du conducteur, mais les vaches n'en font pas cas, et la Micheline heurte une vache, laquelle tombe sur la voie et la roue de la Micheline sectionne la queue de la vache. Moi j'en ai eu un accident avec une voiture EDF à Ménadier, là, c'était à côté de Brassac, là. J'arrive le matin, le gars, il traverse le passage à niveau, et il cale
à cheval sur la voie. Alors moi, je l'ai pris de plein fouet. La descente c'était une 203 à l'époque. Elle était comme ça. Une fois, et je pars donc pour aller à la colle, et les mécanos, ils avaient picolé, mais alors ils étaient ronds comme des queues de pelle. Alors ils devaient aller atteler des wagons pleins ou laisser des vides, je ne sais trop rien, mais ça a duré, je ne peux pas dire combien de temps, mais on serait arrivé à 7 h à la Conne, on est arrivé à 9 h du soir, tu vois. Ils ont foutu un temps, ils n'arrivaient pas à foutre un pied devant l'autre. Et cette côte, il y avait de la neige, la machine, petit à petit, elle se met à patiner, poum, 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 sur les rails, plus rien. Mais le chauffeur, il a dit, non, ne vous en faites pas, on va y arriver. Un petit coup de marche arrière, il a pris 500 mètres d'élan, et boum, tapé dans la neige, on est rentré dans le tunnel, avec, dans une gerbe de neige, la machine qui... Et puis ce n'est plus à mon arrière-grand-père Jean, ni à mon grand-père Joseph, ni même à mon père Louis que me ramène cet arbre généalogique et cette voie étroite au tracé entremêlé, c'est à moi. À moi qui, plus j'en remonte le parcours et plus je me dis, et si au travers de cette idée d'une Amérique promise, c'était l'intuition de notre propre histoire en train de s'écrire qui nous avait fascinés, mon cousin Yves et moi dans la gare, sa plaque tournante et son cambouis gluant. Si moi qui marche et qui fais ce film, j'étais au fond comme tous ces gens qui entretiennent le souvenir du petit train, l'enjolivent et le glorifient, parce qu'ils y pressentent comme le raccourci de leur propre existence. Cette génération qui, en un demi-siècle, est passée d'un monde de sabots et de fer à cheval à une planète ouverte et mondialisée, de téléphones portables et de voyages au bout de la Terre. Si en somme cette voie étroite avait été le trait d'union bonhomme et cahotant entre l'ancien et le nouveau monde. Le petit train de la Conne se baladait dans les prés verts, les jeunes et jaunes. Le petit train de la Conne se baladait. Depuis 20 ans on ne l'a plus, le petit train a disparu, et avec lui ce temps perdu, ce temps qui ne reviendra plus. Lorsque le pont de Bézergues a été fait, il y a eu pas mal de voitures qui sont venues dans la région, et ça a changé carrément l'idée du petit train. Les gens, ils avaient la voiture devant la porte, ils prenaient la voiture, ils pouvaient partir quand ils voulaient et revenir quand ils voulaient. Alors que là, dans un train, on est contraint à un horaire et le temps de déplacement, parce que c'était pas le TGV, quoi. C'était un train qui roule à 30 à l'heure, et donc il était très lent. Donc il fallait monter 2 heures pour aller à Murat, alors qu'en voiture, en 1 heure, on y est. Je crois que quand même, oui, les gens regrettaient énormément, parce qu'ils se demandaient ce qui pouvait se passer. Oui et non, parce qu'on ne l'utilisait pas. J'allais à la pêche, mais avec mes frères, en voiture, comme ça, on s'arrangeait, quoi. Ou la moto. Et après, on avait des petites motos, les 125, et on ne prenait plus le train, quoi. Voilà, c'est pour ça que nous regrettons, non? Moi, je regrettais. Il me manquait quelque chose. Alors, nostalgie pour nostalgie, il faut quand même dire que j'ai entendu la sonnerie du petit train le 31 décembre 62,
qui a klaxonné, enfin qui a fait du bruit, c'était une Micheline, c'était plus le train bien sûr, c'était une Micheline, dans l'indifférence générale. Et quand il a fini, d'ailleurs, une petite anecdote, c'est que quand il est parti, le jour où il a fait son dernier voyage, il a klaxonné jusqu'à Castres. Nous étions à Ganoubre avec nos 3 enfants jeunes, et je leur ai dit, regardez, c'est la dernière fois que vous voyez passer l'autorail. Il y avait eu la fête lorsqu'il est arrivé, parce que bon, les anciens nous ont raconté qu'on avait mis des drapeaux, il y avait une musique, il y a eu une grande fête pour l'arrivée. C'était, Jacques, le 1er juillet 1905. Voilà, 1er juillet 1905, c'était la fête. Et le 31 décembre 1962, plus rien. C'est en approchant du terminus alors que, dans mon cerveau de randonneur mi-oxygéné par l'air pur de la montagne, mi-asphyxié par les particules fines, une idée fait soudain surface, comme une bulle qui a trop longtemps séjourné sous l'eau. Ça y est, j'ai compris, me dis-je. J'ai enfin compris pourquoi cette gare et sa voie étroite m'ont toujours fasciné. Rien à voir avec l'Amérique ni les voyages lointains. C'est tout simplement que sans elle, je n'aurais jamais existé. Mon père était natif de Murat-sur-Vèbre, je l'ai déjà dit. Ma mère, elle, venait d'un hameau tout aussi rural, proche de Castres, soit les 2 extrémités de la ligne, 2 pôles, 2 mondes clos depuis des siècles, l'un montagnard, l'autre de plaine, l'un tourné vers la Méditerranée, l'autre vers Toulouse, qui n'avaient donc aucune chance de se rencontrer si la ligne de chemin de fer n'avait pas existé. Comment ne pas imaginer alors qu'un jour d'environ 1945, mon père l'a emprunté pour se rendre à la ville et toutes les conséquences qui en ont résulté. La salle qu'ils ont faite, moi je l'aurais appelée la gare. Parce que la gare, il n'y en a plus. Qui c'est qui le sait? Personne, c'est nous, les vieux. Ah oui, c'est toute cette vallée qui s'est... Et oui, il y a une fromagerie dans les petits tunnels, tout ça qui avait été construit, quel dommage, oui. Ah oui, cette vallée. C'était pas mal. C'est du temps passé, tout ça. Alors bon, on fait ça petit trait. On reste avec les souvenirs. Il y a des endroits peut-être qu'il y a encore la voie, non? C'est un mythe, C'est fédérateur, le petit train est fédérateur. Quand vous parlez du petit train, tout le monde a quelque chose à dire sur le petit train. Moi je sais où il y en a. Ah bon? Tu prends l'hélice, quand tu arrives à l'Albenca, tu suis l'hélice. Le train passait sur un côté d'hélice, je pense du côté droit, du côté de la Banque de France, là, et tout ça. Et bien là, ils sont dessous. Mais même sur le plateau, il y avait une partie de ligne où, avant l'entrée du tunnel, de la gare de la Razigade qu'on appelait, là aussi, on le voyait. Et quand on voyait le train, on disait, il était l'heure. Alors si c'était 4 heures, c'était l'heure du goûter. Si c'était le soir 6 heures, eh bien c'était pour rentrer les bêtes. C'était notre montre. Beaucoup ne l'ont pas connu puisqu'il s'est arrêté en 62, mais c'est très fédérateur. Avoir vu le petit train, c'est un peu avoir la Légion d'honneur dans le Tarn. C'est un peu ça. C'était presque un mythe, ce terrain. Et nous avons vu arriver du fond de Viane, nous trouvions environ au milieu de Viane, il y avait un commerce, et nous étions descendus à ce commerce pour acheter un vêtement pour mon petit frère. Et mon petit frère, quand il a vu, il a arrondi ses yeux comme ça, et je crois qu'il s'est fait pipi aux culottes. Faut pas le dire, ça. Mais c'est bien sûr, je suis un enfant du petit train, me dis-je, tout réjoui malgré mes ampoules aux pieds. Chez mes ancêtres, pendant des siècles, on était maréchal ferrant, on s'appelait Jean, et on ne se mariait pas à plus de 15 kilomètres autour de cette maison. Puis le petit train est arrivé, on a commencé par changer de prénom,
Et mon père, quant à lui, a poursuivi la mutation en ne reprenant pas la forge et en trouvant sa compagne à 80 km d'ici. Tourneboulé par cette révélation, je décide, puisque mon voyage est fini, d'appeler mon frère pour lui faire part sans attendre de ma découverte. Petit train de ma naissance imaginaire, ou moto avec laquelle mes parents se sont rencontrés pour de vrai, mythe véritable ou souvenir rêvé, la voie étroite du passé est une mémoire infidèle mais têtue qui nous hante. Et peu importe au fond qu'elle dise des choses réelles ou fantasmées, car que deviendrait notre part d'enfance sans elle? Que serions-nous sans son regard rêveur et émerveillé qui ne donne rien moins qu'un visage humain à notre identité?